Et là, on a une saga qui s'étend de 1870 à aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'ils ont compris dans leur scale, qui se transmet de génération en génération. Quand il était tout petit, il avait économisé $50 et il les a prêtés à un fermier. Il lui a dit « je te les prête, mais au taux de 7%. » C'est assez étonnant en fait de voir qu'il était sceptique sur l'industrie du pétrole. Lui qui est devenu mania de l'or noir. Un jour, ils avaient vu une grande limousine arriver dans le bout de la propriété de la maison. Il y a une américaine qui est arrivée et cette américaine, c'était Abby Rockefeller. Je savais qu'on allait le trouver, le lien avec les marauds des grottes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode pas comme les autres, l'épisode Keynote d'Aymeric Marot des Grottes. Salut Aymeric. Hello. Salut Aymeric. Ah ouais, et là on a Margot aujourd'hui, hein. On a laissé Juju dans le sud. Et vous allez savoir pourquoi, parce que nous faisons un épisode sur les Rockefeller et on s'est dit que pour Julien c'était peut-être un peu trop compliqué niveau anglais. Pauvre Juju, qu'on embrasse. Oui, donc le premier épisode des Keynotes, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire, était sur Jacques Coeur, qui est considéré comme le premier entrepreneur à l'époque du Moyen-Âge. Et dans cette lignée d'entrepreneurs, Aymeric voulait nous parler de l'histoire fascinante des Rockefeller, dont ça démarre avec John Senior au 19e siècle, hein, qui est le premier à se lancer dans le raffinage d'or noir et qui devient l'homme le plus riche du monde. Alors, c'est vrai que sur le papier, on se dit idée de génie, chercher du pétrole, ok, tout le monde peut avoir cette idée-là, mais en fait, c'est la solution simple. En fait, en vérité, il y a derrière du génie et des bonnes idées. Et c'est ça qu'on va essayer de creuser avec toi aujourd'hui. Et puis, je trouve qu'en fait, c'est intéressant. On pourrait faire un peu un parallèle à notre époque avec Internet et la data, parce qu'aujourd'hui, ça paraît d'être une évidence, mais qui va vraiment émerger comme étant le champion en s'étant attaqué finalement à la data, au LLM, à quoi. Donc, ça va être intéressant. On n'aurait peut-être pas pu parier sur Nvidia il y a 3 ans, par exemple. Non, tout à fait. Sauf Aymeric, bien sûr. Oui, bah évidemment. J'aurais bien aimé, mais non, effectivement, t'as raison. C'est pas qui va émerger. Ouais. Et je pense que ce serait intéressant que tu nous rappelles aussi que finalement, les Rockefeller, ils ont traversé pas mal de crises, mais qu'ils ont réussi à s'en sortir. Donc, génération après génération. C'est génial, quoi. Et il y a un angle aussi qui est que souvent les héritiers des empires ont plus de difficultés à maintenir l'empire à flot. Et là, on a une saga qui s'étend de 1870 à aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'ils ont compris dans leur scale, qui se transmet de génération en génération. Et je pense que c'est remarquable et on a envie de le voir avec toi. Ils ont une fortune qui est estimée à 8 milliards de dollars, c'est pas rien. Et surtout qui perdure dans le temps. Qui perdure dans le temps, voilà. Effectivement, c'était l'objectif de cette 3e keynote. J'ai voulu m'intéresser au Rockefeller. C'est franchement une période de l'histoire que je connaissais pas bien. Donc j'ai essayé de lire pas mal de livres et surtout d'écouter des podcasts. J'ai surtout essayé pour nos auditeurs de retrouver notre fameux 0 to 1, notre scale et notre endgame. Hein, c'est un peu maintenant notre marque de fabrique. Donc voilà, j'ai essayé de regrouper quelques éléments sous ce format que vous commencez à bien connaître. Donc du coup, je prends la main sur le 0 to 1. Donc avant toute chose, on veut vous donner quelques éléments de contexte sur John Rockefeller, qu'on surnomme effectivement le roi du pétrole. Il y a beaucoup de choses en fait qui se jouent dans son enfance, dans son éducation, dans sa famille, qui ont beaucoup influencé. C'est intéressant déjà de voir cet angle-là. C'est inhabituel dans le 0 to 1 parce qu'on ne parle pas forcément du contexte, du parcours familial, mais dans son cas, dans le cas de celui qu'on a appelé John David Rockefeller, hein, donc pour vous situer, il est né en 1839 à Richford, dans l'État de New York, dans une famille modeste. Son père, qu'on appelle toujours Bill Rockefeller, qui est en fait William Avery Rockefeller, c'est un commerçant itinérant, souvent absent, qui avait une réputation d'être un homme douteux. Il était parfois impliqué dans des affaires peu scrupuleuses. Bref, c'était pas le père recommandable. Sa mère, en revanche, qui s'appelle Eliza Davidson Rockefeller, c'est une femme très pieuse, très disciplinée, qui tenait très fermement les rênes du foyer en l'absence de son mari. Pourquoi je dis ça ? C'est très important. Ils sont nés dans une culture de baptiste où l'accumulation de richesses est un bienfait. Et en fait, la charité est un bienfait encore plus grand. Et ça, c'est super important. La devise des Rockefeller, si on peut la résumer, c'est gagner de l'argent honnêtement et puis donnez-le intelligemment. Voilà. C'est ce qui a permis de faire le socle
de cette famille, et je trouve qu'elle résume très bien toute la dynastie. Donc c'est dans ce contexte familial un peu complexe, avec un père souvent absent, qui buvait pas mal, etc., et une mère très religieuse, qui a façonné en fait le départ de la vision de John David Rockefeller, et on le verra, mais autour des valeurs du travail, de l'économie et de la piété. Dès son plus jeune âge, John Senior a montré des signes d'un caractère fort et très déterminé. C'est Julien Masson. Il était très discipliné, sérieux, dévoué à la fois dans ses études et dans ses responsabilités familiales. Sa mère dira qu'il avait un tempérament sérieux, patient, méthodique, pénétré de l'importance de ses devoirs. Bref, vraiment très carré. Ce qui est un peu atypique, j'ai trouvé, pour un entrepreneur. J'aurais pas du tout imaginé qu'il pouvait avoir ce tempérament. Sur sa formation académique, il a commencé dans les écoles publiques, où il s'est montré un élève assidu, comme on peut l'imaginer. Il n'était pas considéré comme très brillant. Et on voit que dans plusieurs bouquins, il mentionne qu'il avait du mal à apprendre. C'était pas quelqu'un qui était un génie absolu. C'était pas le Elon Musk. Vraiment quelqu'un qui avait du mal à apprendre. En revanche, il a tout de suite été très bon dans l'arithmétique. Et il a cultivé vraiment un esprit analytique, de précision, et vous verrez plus tard que ça a été une des clés de sa réussite, notamment dans toutes les affaires. Il a fortement été marqué aussi par la foi religieuse, très profonde, héritée de sa mère. Ça a influencé tout au long de sa vie. Il a souvent été décrit comme quelqu'un sans histoire, sans passion, sans vice. Aujourd'hui, on dirait un bon polar ou un nerd. Bref, il a tout du gars très sérieux, qui a fait les choses de façon très progressive et très structurée. Il a commencé à travailler très tôt, et d'ailleurs, il y a une anecdote que j'ai bien aimée. En fait, il raconte que quand il était tout petit, il avait économisé $50 et il les a prêtés à un fermier. Il lui a dit, je te les prête, mais au taux de 7%. Et en fait, le fermier l'a regardé. Très américain. Comment tu veux. Et donc, en fait, ici, moi, c'est simple. En fait, ça va me faire $50 plus les $3,50 que je vais récupérer. Et il a dit, c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'en fait, j'allais faire travailler l'argent à ma place. Donc déjà, le gars tout petit, il avait en tête qu'en fait, placer son argent pouvait rapporter. Une âme de financier dès le début. Une âme de financier, tu vois, exactement, une âme de financier. Une date qui est importante à reconnaître, donc il est né en 1839, en 1855, il a donc 16 ans, il décroche son premier emploi, et il est assistant comptable. Donc pas forcément le parcours d'un entrepreneur, il est assistant comptable dans une petite entreprise de négoce qui s'appelle Evitt & Tuttle, qui est à Cleveland. Et c'est une affaire de courtage de céréales et de produits agricoles. Alors, je mentionne Cleveland, et juste je fais un tout petit aparté, parce qu'on verra, et on en a pas mal parlé avec Xavier Fontanet, et vous verrez les rapports. Cleveland, c'est une ville qui est une des villes très dynamiques aux États-Unis à cette époque. En 1825, il y a le canal de l'Erie qui a été créé, donc entre l'Atlantique et le canal Erie. Et 10 ans plus tard, en 1835, il y a le canal de l'Ohio. Et ces deux ouvrages, ils ont été très très clés, parce qu'ils ont positionné la région comme très stratégique. Ces canaux ont permis de diviser par 10 le prix du transport, et par 4 le temps d'acheminement des marchandises à New York. Donc en fait, ça, John va le voir très très vite, mais je vous donne un peu ce background pour que vous compreniez pourquoi les étoiles se sont alignées et pourquoi la situation géographique est importante. Long story short, en 1858, donc 3 ans après, il demande une augmentation de $200 à ses patrons, et ses patrons lui refusent, et lui disent très bien. Et là, il a sorti cette phrase, il a dit, mon destin c'est d'être riche et c'est pas de rester chez vous. Et donc il est parti. Et tu vois, mon destin c'est d'être riche. Il y en a plein qui l'ont dit, mais ils sont pas devenus des Rockefeller pour autant. Ils sont pas devenus des Rockefeller, voilà. Il a un ami qui est dans le négoce, qui s'appelle Maurice Clark, et ils vont s'associer car ils sont très complémentaires. Si je vous donne un peu de profil, John David, on l'a vu, c'est un excellent financier, il connaît parfaitement les marchés des produits agricoles, il devient maître dans l'art des négociations d'emprunt, il est sérieux, extrêmement, comment dire aujourd'hui, detail-oriented, les banquiers l'adorent. En fait, il l'apprécie pour son ton qui est très littéraire, sa rigueur. Ils savent que, tu vois, quand il présente quelque chose, il le respecte, il respecte ses plans de financement. Il est très scrupuleux, il est très éthique à une époque où on n'est pas encore très loin du Far West. Hein. Donc ça dénote beaucoup. Et en fait, il arrive avec un profil très atypique dans ce monde, et on le verra plus tard, dans ce Far West du pétrole. Voilà. Okay. On dit de lui qu'il ne rit jamais, il fait jamais de pause, l'un de ses plaisirs est de traquer les dépenses inutiles. On dit de lui qu'il est méthodique à l'extrême. Pas très fun. D'accord. Non, mais on verra plus tard que c'est grâce à ça qu'il va réussir, où les autres ont échoué. Clark, lui, rien à voir. C'est un vendeur hors pair. On dirait aujourd'hui, c'est un très bon sales. Donc ils sont très complémentaires. Ils vont faire une belle association. En 58, ils vont fonder la Clark & Rockefeller Company, qui est une société de négoce de produits agricoles, donc le blé, l'Ohio, le sel du Michigan et la viande de l'Illinois. On
peut déjà voir que John a une vision très stratégique de l'entreprise. Il va comprendre son marché, ses forces, ses présents, qui est présent, les positionnements prix, les flux de marchandises. Et là, je vous renvoie sur l'épisode qu'on a fait avec Xavier Fontenay de la compréhension des départs de marché des acteurs stratégiques. Voilà. La courbe d'apprentissage. La courbe d'apprentissage, exactement. Alors, que retenir de cette première expérience, tu me demandais, Margot? Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça lui a permis d'acquérir des compétences de base qui vont s'avérer essentielles, comme la gestion financière, la comptabilité, le commerce. Il a très rapidement compris l'importance de la précision et de l'efficacité dans les opérations. Ça, c'est très, très clé. Il a observé les pratiques des entreprises dans lesquelles il travaillait. Comme il était comptable, il a vu beaucoup de business model, donc il a vu beaucoup de choses. Il a beaucoup appris. C'est comme s'il avait fait ses classes aujourd'hui en transaction services ou chez des comptables. Il a beaucoup appris. Voilà. Et puis toujours, ça a été mêlé avec ses valeurs d'intégrité et de discrétion. Donc, il a compris l'importance de la planification et la stratégie à long terme. Et ça, c'est quelque chose de très différenciant par rapport aux acteurs qui voulaient faire de l'argent très vite dans ce métier-là. Lui, il était méthodique, il voyait à long terme, il finançait, il avait déjà tout son plan en tête. Il était assez novateur, en fait. Il était très novateur, ouais. Mais j'ai vraiment l'impression que toutes ces qualités, c'est vraiment des qualités qui sont hyper importantes pour la suite, en fait. Exactement. Et en fait, on voit que dès ses premières années de carrière, en fait, il avait déjà toutes ces qualités-là. Et c'est ça qui a fait son succès. Moi, je pense qu'il possédait un sens très aigu des notions économiques, un esprit analytique, une capacité à travailler dur, sans relâche. Et voilà, il a dévoué une grosse partie de sa vie à son travail. Et ce qui était très étonnant, c'est pour un entrepreneur qui a bâti un succès finalement mondial, il était très prudent financièrement. Très, très prudent. Et on va le voir au long de son parcours, c'est pas l'entrepreneur complètement effréné qui se lance dans plein de trucs, qui est boulimique. C'est un gars très méthodique, qui regarde, qui planifie. Ouais. Très constant. Voilà, moi je pense que ça a été des atouts essentiels et puis comme je vous l'ai dit, conjugué à une discipline personnelle, une éthique du travail, enfin tout le monde savait qu'il était baptiste, qu'il était très rigoureux, il s'occupait de la paroisse, il était un des grands donateurs. Voilà, tu savais que tu pouvais lui faire confiance et s'il y avait quelqu'un avec qui tu avais envie de faire des affaires, c'était lui. Oui, donc tu voulais parler du premier groupe qu'il a monté dans l'industrie du pétrole. Ouais, et comment il a surmonté ses doutes dans l'industrie du pétrole. Je pense que c'est très clé. C'est assez étonnant en fait de voir qu'il était sceptique sur l'industrie du pétrole. Lui qui est devenu le mania de l'or noir. C'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant, ouais. En fait, il percevait que c'était un marché assez instable et risqué. Alors, il faut se rappeler que dans les années 1850, le pétrole est loin d'être inconnu. Hein. Ça sert à calfater les navires. On a élaboré des engins incendiaires, donc ce qu'on appelle les feux grémois. Vous savez, les feux qui brûlent dans l'eau, là, qu'utilisaient les Grecs dans l'Antiquité. Ça sert aussi dans des décoctions médicinales. Bref, ça sert dans tout un tas de choses. Donc, il y a déjà beaucoup d'applications. En 1859, il y a une petite révolution. C'est qu'il y a un personnage qu'on appelait Colonel Drake qui a utilisé un procédé pour extraire le pétrole. Il s'est basé de ce qu'on faisait en fait pour extraire le sel. Il a remplacé les puits par des forages et ça a complètement changé l'extraction du pétrole. À partir des années 1840 aussi, on a été un tournant puisqu'on sert déjà du pétrole pour l'éclairage. On a remplacé l'huile de baleine à l'époque, faut se rappeler. Donc on commence à être dans des notions d'industrialisation à grande échelle et à grande échelle, pardon. Et ça a provoqué une extraction massive qui a provoqué des premières crises. En fait, à l'époque, il n'y avait pas assez de raffineries, il n'y avait pas de réseau de commercial organisé. Et on a eu beaucoup de mal à écouler les produits. Donc, ça fait des effets de cycle. Tout d'un coup, on avait trop de quantité, pas assez de quantité. Donc, ça a créé beaucoup de crises. Il faut se rappeler qu'entre 1859 et 1861, le baril est passé de $20 à 52 cents. Donc, c'est une vraie crise majeure. Ça a mis tout le monde par terre. Et dans ce contexte-là, on a eu aussi en 1863, donc on est 8 ans après le premier job de John Senior, une personne qui s'appelait Samuel Andrews, qui est un chimiste de 27 ans et qui est venu proposer à Clark et Rockefeller de se lancer dans une nouvelle activité qui était l'activité de raffinage. Et en 61, il avait mis au point un nouveau kérosène de très haute qualité qui servait pour l'éclairage. Et ce Samuel Andrews a été un des pionniers du raffinage du pétrole. Et donc, il est venu voir Clark, qui a accepté tout de suite. Il a dit, c'est une super idée, il faut qu'on se lance dans ce secteur. Il était dans le négoce de produits, tu vois, de blé, de viande, etc. Pas du tout la même chose. Et en fait, Rockefeller va se montrer beaucoup plus hésitant. Il a suivi tout le boom, il comprend l'intérêt du marché, il comprend le potentiel qu'il y a derrière. Il est pas du tout sceptique sur ça, mais
il a pas de doute sur l'avenir du pétrole, mais il sait que la place de Cleveland est aussi importante, hein, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc ça, il a bien analysé ça. Mais il a très peur de ces mouvements de cycle, et c'est un profil très très rigoureux, très analytique, et en fait, à la fois il sent qu'il a besoin de pivoter, hein. On est dans un contexte où en fait Chicago est en train de prendre toute la part de marché sur la distribution des produits alimentaires, et Cleveland est en train de se faire complètement dépasser, et par ailleurs Cleveland, comme je vous l'ai dit, est super bien positionné, il y a les gisements de Pennsylvanie, il y a tous les chemins de fer qui sont arrivés, et on est très connecté à New York. Donc ça, il a bien analysé, mais il se dit, il y a une vingtaine de raffineries qui a analysé. Alors je veux bien que Samuel, il ait quelque chose, un procédé révolutionnaire, mais il y en a déjà une vingtaine installées. Il y a eu un chaos avec des incertitudes sur les prix, il y a une désorganisation dans le transport, et il y a pas du tout d'organisation commerciale. Donc il dit tout ça, ça l'incite à la prudence. Il négocie avec Clark, il décide quand même de mettre $4,000 dans le projet de Samuel Andrews, et il lui dit, c'est pour voir et pour comprendre. Ouais, un ticket pour voir. Voilà, il a mis son personnage. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas juste placer un ticket. Il va se dire, il met en place une task force en disant, je vais aller plus loin que mon investissement. Donc, il met Andrew et ses frères sur les aspects techniques. Clark, évidemment, s'occupe des ventes et lui s'occupe de la finance. Et il fait une task force et il dit, si on doit investir, il faut qu'on comprenne. Et il faut qu'on comprenne où on doit se positionner dans la chaîne de valeur. Est-ce que le raffinage, c'est le bon endroit et qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, je pense que c'est très, très clé parce que ça va vraiment l'emmener vers le raffinage du pétrole. Mais du coup, c'est quand qu'il passe à 100% sur le raffinage? Parce qu'on sait que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. Moins d'un an après. En fait, la raffinerie, elle engrange d'énormes profits. Et du coup, ça génère d'ailleurs plus de bénéfices que l'ensemble de toutes ces activités qu'il a générées. Donc là, il a effectivement tout de suite, au bout d'un an, donc ça arrive très rapidement, il est convaincu qu'il faut passer et qu'il faut accélérer dans la raffinerie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour en arriver là, pendant ces 1 an, il a fait un truc assez exceptionnel. Il se levait tous les matins à 6h30 du matin, il était à la raffinerie. Il se passionne pour tous les aspects techniques, il décortique tout le cycle de fabrication. Il va essayer de réaliser le produit fini le plus qualitatif possible. Il va traquer le moindre gaspillage. On retrouve son aspect économique. Mais c'est dingue. Il a monté des ateliers de fabrication parce qu'il s'est dit, pour fabriquer les barils, ça me coûte 2,50 € le baril. Il faut que je trouve un procédé. Il l'a fait lui-même en interne. Il internalise $1. Hop. Et comme ça, il récupère de la marge. Il va recruter sa propre équipe de soudeurs pour les conteneurs, pour le transport du kérosène. Il a identifié également une autre source de revenus, c'est que les résidus, qui étaient des résidus d'acide sulfurique, qui était utilisé pour purifier le kérosène. À la fin, on s'en servait pas. Et donc, il a créé de l'engrais chimique avec ça. Donc, il a transformé une pure perte en un gain. Bref, il a tout décortiqué. Et alors, pourquoi je vous parle de ce point-là? Ça peut paraître anecdotique, mais ce que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'en fait, ça a été le succès de Rockefeller. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traqué toutes les dépenses. Il a généré de la rentabilité. Avec cette rentabilité, il a plus que les dépenses, les gaspillages. Et les gaspillages, exactement. Et du coup, il a tout optimisé. Tout a été optimisé. Et du coup, il avait une des raffineries les plus modernes, avec les meilleurs équipements qu'il avait pu financer parce qu'il investissait, exactement. Et il avait également compris que dans ce marché qui était désorganisé, qui était une véritable foire d'empoigne, qu'il n'y avait pas de stratégie. Et lui, il s'est dit, c'est simple, si je fais un produit de qualité et que je suis plus rentable que les autres, à la fin, les clients vont venir et je rachèterai les autres. Voilà. Donc, long story short, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a compris qu'en fait, il a voulu se tenir à l'écart de la production, qui était beaucoup trop cyclique, et il s'est dit, je vais m'intéresser au raffinage et je vais amener des processus qualité et ma rigueur dans le raffinage pour être plus rentable que les autres. C'est intéressant parce que tu as des chiffres qui sont sortis là sur la rentabilité dans le secteur automobile. Donc les plus rentables, c'est Ferrari. Ensuite, c'est Porsche. Après, c'est Toyota. Très loin devant les autres. Et en volume de voitures, c'est Toyota. Ouais. Donc, quand tu arrives à faire un produit qui émet des gens, parce que tu en vends le plus et que tu as une bonne rentabilité, tu es en capacité de développer ta marque de manière très expansive. Ouais, et puis surtout, je suis un peu têtue, mais je reviens à mon parallèle d'aujourd'hui avec les data, les LLM. En fait, c'est comme si aujourd'hui, ils se positionnaient plutôt dans l'utilisation, l'entraînement des LLM que finalement dans la production des LLM, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Le parallèle est très, très bon. Et du coup, en termes d'approche stratégique dans l'industrie, se concentrer sur le raffinage... Qu'est-ce que ça a eu pour conséquence pour lui? Ouais, je pense que là encore, c'est un élément clé, en tout cas que j'ai lu et j'ai écouté pas mal de podcasts dessus. Et je pense qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il était sceptique au départ, puis il s'est fait une conviction sur le raffinage, parce que justement, ça offrait une plus grande stabilité, ça avait un potentiel de profit élevé.
Et l'extraction du pétrole brut, c'était très spéculatif, il fallait mettre beaucoup de capex, il y avait des fluctuations, si t'arrivais pas à vendre, t'arrivais pas à rembourser tes capex. Tu vois, donc tout ça, il l'avait vu, et il s'est dit, je veux maîtriser le raffinage, je veux contrôler la qualité, les coûts, la distribution, et du coup, l'aspect qualité pour ses clients était vraiment clé, et c'est ça qui allait lui permettre de croître dans l'industrie. En fait, contrairement à tous les autres acteurs qui avaient émergé à cette époque-là, les autres acteurs, ils se faisaient à la fois de l'extraction, à la fois de la production, à la fois de la distribution. En fait, c'était des one-stop shop. Et donc, ils ont tous été des plus ou moins gros one-stop shop dans cette industrie. Lui a dit non, moi, je vais faire une chose, mais je vais la faire bien. Très bien. Et du coup, il est méthodique à souhait. Et c'est là qu'on voit, en fait, il s'intéresse au processus de raffinage, mais du coup, il va plus loin que les autres. Donc, il est plus rentable. Il réduit les coûts. Tu parlais tout à l'heure de l'efficacité opérationnelle. Et donc ça lui a permis de dominer le marché en offrant des produits de très haute qualité à des prix très compétitifs. Et il est vraiment devenu imbattable. Et donc, dans les raffineries, il a pas pris les risques que les autres ont pris. Et en même temps, il a créé énormément de marge. Il a réinvesti cette marge-là dans des capex. Et il est devenu très bon. Et ce qui est assez paradoxal, parce que ça pouvait paraître une bonne idée de couvrir toute la chaîne de valeur. En fait, tu te dis, si j'ai de l'amont à la pro, c'est très bien. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas ce qu'il a fait. Il a pris un segment et il est devenu le leader. Il a consolidé le leader et après il s'attaque au reste. Voilà. Ça permet d'ouvrir sur la partie 2 du podcast, donc sur le scale, avec Margot. Donc les points que tu voulais creuser, toi avec Aymeric, là-dessus. Bah ouais, c'est marrant parce que ça fait appel au podcast de Xavier, finalement, Fontanet. C'est vraiment, c'est quoi finalement son environnement concurrentiel qui à l'époque, et je sais que Xavier, c'était vraiment son dada de comprendre finalement cet environnement. Son environnement concurrentiel, ouais, exactement. Et lui, il a raisonné grand. Alors, je sais pas si on a réécrit beaucoup de choses après, on a dit qu'il a évolué grand, il veut devenir riche, mon destin, c'est d'être riche, etc. Ce qui est certain et ce qui transparaît, c'est qu'il avait dès le début une vision, non pas de devenir, je pense, le leader, etc., mais en tout cas de consolider une industrie. Et il avait une vraie vision pour l'industrie. Ça, c'est très très clair. Il veut prendre l'avantage sur ses concurrents. Et il sait que le secteur est fractionné, comme on dirait aujourd'hui. Donc il y a une multitude de petits acteurs qui se battent les uns et les autres à guerre de prix. Et c'est pour ça que du coup, ça donne une grosse cyclicité dans les prix et des faillites ressentissantes. Sa stratégie, elle est claire. Il a su démontrer qu'il avait une approche sur les coûts, qu'il était devenu un acteur rentable. Il a pris des parts de marché et il va y aller très méthodiquement. Il veut investir massivement dans les outils de production. À ce moment-là, il y a un point qui est clé. Il va suggérer à Clark d'emprunter $100 000, qui à l'époque était une somme considérable, pour endetter le groupe. C'est la stratégie de Xavier Fontanet, c'est-à-dire que j'ai un marché en croissance, il faut que j'investisse, je ne distribue pas de dividendes, je m'endette, voilà. Et je prends la part de marché. Et c'est ce qu'il va faire. Et Clark s'y oppose parce que du coup, il n'a pas compris les ressorts financiers. D'accord ? Il est très loin de ça, c'est un commercial. Et du coup, je vous la fais courte, mais en gros, il va en profiter pour racheter son associé. Et donc, à partir de ce moment-là, ça deviendra la Rockefeller Company et la Standard Oil Company derrière. On est en 1865, il rachète les parts de Clark. Et 1865, ça correspond aussi à la fin de la guerre de sécession, qui est une période bénite qu'on a appelée l'âge d'or aux États-Unis. Faut se rappeler qu'à partir de cette période-là, entre 65 et les années 1900, il y avait 50 000 kilomètres de chemin de fer, on est passé à 320 000. Tout le pays s'est industrialisé, c'est le grand boom de l'industrialisation des États-Unis. En 1966, on dit qu'il y a quasiment une raffinerie par jour qui naît. Ouais. Et alors, il y en a toutes sortes. Et alors, lui, ça le faisait... 1866. Et lui, ça le faisait rigoler. Il disait que n'importe quel boucher, boulanger, fabricant de bougies montait sa propre raffinerie. Alors, si on reprend un peu le succès de ce qu'il a fait là, parce que du coup, multitude, environnement très fractionné, lui, il se dote des équipements les plus performants, très attentif aux produits finis, j'en ai déjà parlé, c'est une évidence, mais c'était pas le cas à l'époque, et il va contrôler ses coûts pour maintenir en dessous de ses concurrents. Et le génie, ça a été de raisonner en industriel et de livrer des produits de qualité pour tous les barils. Et en fait, c'est pas pour rien qu'il a nommé après la Standard Oil, c'est qu'en fait, il a amené une standardisation de la qualité du pétrole dans l'industrie. Et ça, c'est très clé, parce qu'en fait, comme tous les acteurs étaient des petits acteurs, quand vous achetiez du brut, et même s'il était raffiné, la qualité du brut n'était pas du tout la même. Et du coup, lui, ce qu'il a dit, c'est si vous venez chez Rockefeller, en fait, la qualité sera toute la même.
Et ça a été son idée de génie. Et c'est la première fois qu'on voit vraiment un principe de standardisation de la production. Et il a raisonné satisfaction client. Évidemment, pour nous, ça nous parle. Mais il a voulu éviter les mauvaises surprises. Et en maîtrisant tous les détails de la chaîne de production, il est arrivé à une constante dans la qualité de production. Voilà. Et ça, c'est devenu une référence dans le marché. Et du coup, effectivement, il fait cette qualité, il développe des revenus substantiels et il se lance dans le M&A. Exactement. Voilà. J'imagine que vous avez envie de savoir comment il est devenu une des premières, ou si ce n'est la première société pétrolière aux États-Unis. Alors, comme je vous l'ai dit, il a maîtrisé les coûts, il a intégré la chaîne de valeur. Hein. On retrouve un peu le parallèle qu'on avait évoqué avec Jacques Coeur, qui avait intégré toute la chaîne en vendant ses produits de qualité. Enfin, je vous renvoie au podcast, mais il avait intégré toute la chaîne de valeur avec les bateaux, avec la production, avec le change, etc. Rockefeller, il a fait la même chose. À partir du moment où il est très solide et qu'il est sur la raffinerie, au sein du segment de la raffinerie, il a intégré des éléments très clés comme le transport. Donc, il était devenu très pro dans la supply chain. Il était propriétaire de son parc de charrettes. Il avait ses propres flottes de bateaux. Il avait ses propres forgerons. Il a monté ses entrepôts de stockage. Voilà. Donc, tout le parallèle est très, très fort avec Jacques Coeur. Après, sur d'autres aspects, il avait ouvert en 66 un bureau à Franklin, en Pennsylvanie, qui était très proche des zones de production. Donc, du coup, il fait pas la production, mais il achète. Et donc, du coup, il veut acheter au mieux. Et donc, du coup, il a monté un bureau, on va dire, de trading là-bas. Et comme ça, il pouvait suivre les cours en temps réel. Il s'est rapproché de la zone de production pour avoir des prix. Et puis, de l'autre côté, dans les débouchés, il a ouvert des bureaux à New York pour commercer et vendre vers l'Europe. Voilà, donc passionnant. L'amont, il remonte auprès de la chaîne de valeur, au plus près. Et après, il va ouvrir ses bureaux. La deuxième chose, je vous l'ai dit, c'était un parcours financier, donc il va maîtriser le financement. Et le financement, il se passe où? Il se passe à New York. Et donc c'est pour ça qu'il se rapproche des grandes banques pour être capable de financer toute sa stratégie d'expansion. Et donc là encore, très méthodiquement préparé, il va à New York et il va voir toutes les banques, il va les pitcher, comme on dirait, et il arrive avec son plan d'intégration, de production, de qualité, et il va démontrer aux banques qu'elles peuvent le financer. Les banques, il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était très compliqué de financer. Hein. C'est une activité très cyclique. Et lui, il va apporter de la méthode. On connaît son côté baptiste, toute sa culture, et ça va lui donner des gages pour lui ouvrir tous ses financements. Et la troisième, c'est ses partenaires, hein, puisque du coup, il va faire équipe avec les meilleurs. Il recrute notamment une personne qui s'appelle Henry Flyer, qui a fait fortune dans le négoce et puis qui a investi dans les mines de sel, qui a tout perdu, mais qui est un grand entrepreneur, qui a été victime de la surproduction, donc qui a été très échaudé sur tout ce qui était surproduction. Et du coup, il prend quelqu'un qui a à la fois le tempérament d'entrepreneur, mais en même temps qui a été échaudé, etc. Et il va lui redonner une seconde chance et ils vont faire un parcours exceptionnel pendant une trentaine d'années. Il le prend pour son expérience. C'est un vrai spécialiste des questions logistiques et il sait que ça va être clé pour écouler ses barils, donc il le prend. Voilà, ça va devenir vraiment son allié. Et il dira une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il dit « Une amitié fondée sur les affaires vaut mieux qu'une affaire fondée sur l'amitié ». Voilà, je vous laisse méditer, mais j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, donc le coup de génie avec Henry, c'est qu'ils vont... là encore, négocier des rabais très importants avec les transporteurs. Il y a eu beaucoup de critiques autour de ça, parce que je vous renverrai quelques bouquins, on vous mettra quelques bouquins dans les notes, mais effectivement, enfin, en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abusé de sa position de monopole, il a été négocié des gros rabais sur les transports, et donc, du coup, tous les compétiteurs, ils étaient incapables d'avoir un coût de revient compétitif, puisqu'en fait, ils étaient incapables de négocier de tels accords avec les transporteurs. Ça, c'était le coup de génie d'Henry. Et il a su profiter aussi du retournement du marché du kérosène, hein. Dans les années entre 67 et 70, il y a eu le prix du kérosène a chuté de moitié. Et il y avait beaucoup de concurrents de surproduction et de baisse de prix. Et là, comme tout, quand les prix baissent, tout le monde est affecté. Quand vous avez la meilleure marge, vous êtes celui qui restait. Voilà. Donc là, à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Les deux compères, ils sont partis et ils ont consolidé le marché. Voilà. Donc, ils sont persuadés que c'est le moment est venu pour remettre de l'ordre. Et d'en finir avec cette concurrence sauvage. Ils veulent créer un grand cartel du pétrole, contrôler les prix, avoir les meilleurs prix du transport et devenir imbattable. Donc en fait, ils tirent profit des crises, en fait, de l'instabilité pétrolière pour consolider le marché, consolider leur entreprise sur ce marché. C'est exactement ça. Et en fait, ils ont fait leur fortune dans des périodes en fait de surproduction où il y a des grosses baisses de prix. Il a utilisé cette stratégie pour racheter tous ces concurrents qui étaient en difficulté à des prix avantageux. Ça a laissé des traces dans l'histoire, hein, on en reparlera après, mais effectivement, c'est dans ces périodes de crise-là qu'il a racheté la plupart des raffineries.
pour mémoire, il est toujours sur le raffinage. Hein. On n'est toujours pas remonté en production. Voilà. Mais c'est devenu un acteur incontournable. Il a dominé le marché en finalement développant une véritable infrastructure autour du raffinage et en réduisant petit à petit la concurrence. Mais et comment, du coup, il a consolidé l'industrie ? En fait, il a une approche très méthodique. Il a transformé son groupe en un géant industriel qui s'appelle la Standard Oil. Il a utilisé ces crises économiques pour toujours travailler plus sur les inefficacités partout où il allait. À chaque fois qu'il reprenait une raffinerie, il la retournait, il mettait ses méthodes. Voilà, il a déployé ses méthodes avec une vraie stratégie de consolidation très progressive. Voilà. Et encore une fois, il a contrôlé une très grande partie du raffinage, mais à cette époque-là, il contrôle déjà le transport, la distribution, il a régulé les prix, il a stabilisé l'environnement de trading, voilà, et ça a bénéficié à l'ensemble du marché. On peut passer à posteriori, mais quand même, en fait, au endgame. Ouais, et surtout, en fait, c'est quoi finalement sa descendance à ce John Senior ? Parce que c'est vrai que quand on est enfant de l'homme le plus riche du monde, j'imagine que c'est pas forcément facile de voir son avenir. Ouais, il y a beaucoup d'éléments là-dessus. Je vais vous en parler, mais pour vous resituer, juste pour que vous ayez les dates pour nos auditeurs, parce que c'est pas une période qui nous est forcément familière, en tout cas pour moi. 1839, c'est sa date de naissance. Il meurt en 1937, d'accord ? Ouais, exactement. Et du coup, il a 7 enfants. Il était lui-même d'une fratrie de 7 enfants, d'accord ? Et son fils, il va avoir un seul garçon. Et alors j'ai fait mieux, je crois qu'il a eu 7 enfants et un seul garçon. Moi j'ai eu 5 filles. Et alors on va parler, désolé pour les autres de la fratrie, mais on peut pas faire toute la généalogie parce que là il y en a beaucoup. Je vais me concentrer sur John Junior, donc qui est né en 1874 et qui est mort en 1960. D'accord. Dans la littérature, il y a senior et junior. Voilà, c'est très difficile d'être le fils de passer derrière le père. De se forger un caractère et d'être dans les traces de son père. Je vais vous donner quelques éléments de la façon dont il a réussi à gérer ça. Comment se faire un prénom ? Comment se faire un prénom, exactement. Comment se faire un prénom dans un héritage qui était déjà lourd. Alors, il faut savoir que il a géré l'héritage de Rockefeller. Je vous passe tous les détails, mais en 1911, il y a une dissolution de la Standard Oil, puisque pour des raisons d'antitrust, c'est les fameuses lois d'antitrust. Et Junior a joué un rôle très clé dans le développement des affaires familiales. Il s'est impliqué dans la gestion des investissements. Il a supervisé la transmission de la richesse familiale. Mais surtout, c'est devenu un très grand philanthrope. C'est une des figures incontournables de la philanthropie aux États-Unis. Et quelque part, à sa façon, je trouve ça assez remarquable, il a scalé la philanthropie. Voilà, son père avait scalé un business, il a scalé la philanthropie. Il a fait passer la famille Rockefeller, qui avait une image du magnat du pétrole qui était très controversé. Il a racheté, il a été boulimique, il a racheté tout le monde sur son passage, c'était un bulldozer. Il a été très critiqué. Le nom Rockefeller a pas du tout l'image qu'elle a aujourd'hui. Le père a été assez détesté finalement. On a vu que très tardivement son génie. Et du coup, il arrive dans un univers où finalement le nom est assez entaché. Et donc lui, il va s'attacher à créer un modèle de philanthropie scalable dans le monde. Il a investi 500 millions de dollars de son vivant, donc c'est l'équivalent de milliards aujourd'hui. Il laisse derrière lui la Rockefeller Foundation, qui a financé des projets autour de la santé, de l'éducation, de la recherche scientifique. Ils ont financé l'université de Chicago. Il a créé le Rockefeller Center à New York, qui est une prouesse architecturale. Voilà. Et il a fait beaucoup de choses pour le dynamisme américain. Il a fait don de terrains aussi qui ont permis de créer des parcs nationaux dans le Wyoming. Et on le sait moins, c'est lui qui a aussi financé la restauration du Mont Saint-Michel en France. Voilà, et il a donné des terrains qui ont été le siège des Nations Unies. Voilà, c'est beaucoup de choses dans sa carrière philanthropique. Et comment il a affirmé son autonomie vis-à-vis du papa ? Du père, ouais. Alors, il avait des valeurs personnelles très différentes, contrairement à son père, qui avait une réputation assez controversée, je l'ai dit, d'un industriel impitoyable. Lui, il s'est concentré sur les valeurs et la responsabilité sociétale. Je veux dire, on est quand même au début du XXe siècle, donc c'est très novateur. Il a cherché à utiliser ses richesses pour le bien collectif. Il s'est toujours pris ses distances sur les scandales liés à la Standard Oil, etc. Il s'est concentré sur la philanthropie. Et
il a vraiment refusé pour moi de faire carrière dans les affaires, où je pense qu'il aurait eu du mal à se faire un nom derrière son père. Donc il a, de façon très astucieuse, il a géré certaines parties, notamment l'immobilier. Il a fait une expansion immobilière qui était incroyable, hein. Il a constitué le Rockefeller, comme je vous l'ai dit. Et puis il a aussi eu un rôle très fédérateur dans la famille. Il y a eu beaucoup de crises. Une crise en 1914, où il y a eu une grève très meurtrière, et la famille a été très terni par cette image. Et donc, il a joué le rôle de fédérateur, le rôle de chef de famille, voilà, il a montré beaucoup d'habileté dans les relations avec les autres, et finalement dans la restauration du nom de la famille. Voilà. Et donc lui, il a eu aussi une descendance qui a aussi été quand même assez importante, non? C'est très importante, ouais, bien sûr. Lui, il a eu 6 enfants, et ils ont chacun de ces enfants laissé une empreinte très significative dans l'histoire des États-Unis, et pas que, hein, à travers le monde. En synthèse, vous avez Abby Rockefeller. Alors pour la petite histoire, il y a toujours une petite histoire dans l'histoire. Ma grand-mère me racontait toujours que un jour ils avaient vu une grande limousine arriver dans le bout de la propriété de la maison, et il y a une américaine qui est arrivée. Et cette américaine, c'était Abby Rockefeller. Je savais qu'on allait le trouver, le lien avec les marauds des grottes. Alors, c'est pas avec les marauds des grottes, c'est du côté de ma grand-mère. Et en fait, ils étaient venus voir, ils étaient persuadés qu'il y avait un lien de famille avec la famille française des Roquefeuille, la famille de ma grand-mère, qui est une très très vieille famille. Et ils étaient persuadés qu'il y avait un lien avec cette vieille famille de Croisés. Et du coup, ils voulaient absolument descendre. Ils étaient venus voir en disant qu'ils avaient trouvé des liens. En fait, c'est une famille de la reine Annie, hein, donc d'Allemagne, qui avait pas grand-chose. J'aurais bien aimé qu'on puisse avoir un lien avec les Rockefeller, mais pas du tout. Mais voilà. Et donc c'était Abby. Et Abby, elle a eu des postes assez importants. Elle a notamment beaucoup contribué dans l'art, hein. C'est elle qui a lancé le MoMA, que vous connaissez tout simplement. Voilà, une institution qu'elle a fondée en partie grâce à ses dons et aux dons de la famille. Il y a eu John III, donc le troisième, hein, lui, donc 1906. Voilà, junior, 1978. Donc lui, il a été président de la Fondation Rockefeller. Il a supervisé la distribution de centaines de millions de dollars dans des causes caritatives, culturelles et scientifiques. Ça a été un acteur clé dans le financement de la construction du Lincoln Center et for the Performing Arts de New York. Donc vraiment un complexe majeur sur la culture. Donc très impliqué. Un autre frère qui s'appelle Nelson, on a beaucoup parlé de lui. Il a été gouverneur de l'État de New York en 59. De 59 à 73, pardon. Il a géré des budgets annuels de plusieurs millions de dollars. Il a été vice-président des États-Unis entre 74 et 77. Et voilà, il a beaucoup influencé les politiques nationales et internationales de grande envergure. Donc finalement, vice-président, ils sont bien investis. Après, il y a eu Lawrence. Lawrence, lui, ça a été un écolo. Il était investisseur écolo, donc incroyable. Il a financé des projets de conservation, notamment des grands parcs. Il a été un des pionniers du capital risque. Donc à l'époque, il a investi dans les entreprises de la tech qui ont émergé. Donc toutes les grandes entreprises de la tech du XXe siècle et ont été financées par Lawrence. Donc il y a vraiment, chacun a pris son parti. En fait. Je trouve ça assez incroyable parce qu'il a défendu beaucoup les parcs nationaux, la préservation des étendues et des parcs naturels. Donc assez improbable pour une famille très originaire du pétrole. Après il y a Wistrop. Alors lui, c'était un peu l'enfant un peu le canard boiteux de la famille, mais finalement il est parti dans l'Arkansas. Il est simplement devenu gouverneur de l'Arkansas, hein, voilà, en 67 à 71. Il a supervisé aussi des budgets étatiques de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc finalement il a plutôt investi, et lui il s'est investi très localement dans des projets agricoles. Il a voulu beaucoup travailler autour de la réforme agricole et industrielle pour stimuler l'économie locale. Donc finalement, lui aussi a tracé sa voie. Et le dernier, qui est pas des moindres, hein, David Rockefeller, qui a été le président et le fondateur. Je sais pas s'il était exactement le fondateur. En tout cas, il a été le PDG. Il a financé la Chase Manhattan Bank. Mais que n'ont-ils pas fait de New York, voilà. Donc lui, il a supervisé. Il a fait c'était on va dire un roi du M&A. Et ça a aussi été un très grand philanthrope. Il a fait des dons personnels de plusieurs centaines de millions de dollars. Il est décédé il y a pas très longtemps. Il y a pas très longtemps. Il est décédé en 2017. Ouais, exactement. Donc voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de voir comment ces républicains sont devenus des démocrates et qui sont passés de l'industrie du pétrole aux plus gros financeurs de la cause écologiste. Voilà. Magnifique récit. C'est beau, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, John Senior, il a inculqué des super valeurs en fait à toute sa famille. Enfin, finalement, c'est génial, quoi. Ouais. Et en fait. Ça m'a beaucoup passionné parce que Senior, il s'est effectivement, comme tu dis, très investi dans l'éducation de ses enfants et il était traumatisé à l'idée d'en faire des enfants de riches.
Et je vous renvoie, il a écrit un truc qui est passionnant, hein, 38 Letters to His Son, Perspective, Ideology and Wisdom. Donc en gros, il a fait un traité de 38 lettres, c'est 38 lettres qu'il a écrit à son fils, et sur les perspectives, l'idéologie et la sagesse. Je vais vous donner quelques principes, parce qu'en fait, il était tétanisé à l'idée que son fils soit juste le fils d'eux. Et en fait, il est parti avec un boulet au pied, parce que t'es le fils d'eux, plus riche du monde, et donc t'es sûr de te planter. Hein, c'est les cons, les faucons, c'est les faucons et les cons. Et du coup, ça l'a beaucoup marqué, et il a passé la fin de sa vie à réfléchir et à essayer de guider son fils en lui donnant à apprendre des grands principes. Pas oublier, hein, il était baptiste, il était très rigoureux, et je vais pas tous vous les dire, mais en fait, il y a quelques grands principes qui sont assez clés, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Le premier, c'est les difficultés comme moteur de la réussite, hein, les épreuves, les obstacles. Loin d'être des freins, ça doit devenir des opportunités, ça doit permettre de grandir. Il y a beaucoup de figures comme ça aux États-Unis, parce qu'il a essuyé, évidemment, là on a l'impression que tout est linéaire, évidemment c'est un parcours d'entrepreneur, donc avec tous ces rebondissements, et donc les difficultés, il lui dit, c'est dans chaque difficulté tu dois voir une opportunité, hein, phrase de Churchill. Donc c'est très important. L'héritage familial comme défi, très proche de ses enfants. John passait beaucoup de temps avec ses enfants, il les éduquait, il jouait beaucoup avec eux, il a créé leur première maison de famille. Beaucoup de choses autour des valeurs de la famille, du travail. Il dit, c'est pas parce que la vie est imprévisible, qu'il y a toujours des catastrophes, etc. Il faut des lieux pour se recentrer, des lieux pour se ressourcer. La sagesse héritée, c'est un danger latent. Les richesses transmises sans compétence pour les gérer se dissipent rapidement. Il voulait absolument que son fils aille vers l'autonomie et le développement personnel pour pérenniser le succès. Hein, tout son truc, c'est comment se prémunir de ce que je disais tout à l'heure, des aigles, faucons et cons. La création comme véritable accomplissement. En fait, chez lui, l'argent, c'est pas le motif principal. Ce qu'il veut, c'est l'argent, c'est pour bâtir, c'est pour innover, c'est pour donner du sens. Ce qui provoque la satisfaction durable, c'est de bâtir. Voilà. Ça, il n'arrête pas de lui dire, c'est pas parce que tu as de l'argent. D'ailleurs, il était pas, on le verra, il était pas très dépensier. Les enfants de la 3e génération l'ont été beaucoup plus. C'était pas quelqu'un qui était très dépensier. C'est quelqu'un qui était très sobre. La chance est créée par l'action. Les succès découlent de la préparation, la stratégie, de l'effort, et pas d'un hasard fortuit. On devient pas riche, on se construit. Valeur très forte. Voilà. Puis après, il y en a plein, hein, sur toute l'action, mettre l'action au cœur de ces choses. Pour lui, les résultats viennent de l'action, le travail comme source du bonheur. La peur est surmontée par l'action. Il revient toujours. Quand tu sais pas que t'es paniqué, commence par quelque chose. Voilà, entreprends et dépasse-toi. Et l'autonomie comme succès. N'attends pas d'hériter, construis ton propre héritage. Voilà, ça, j'ai trouvé ça. On mettra le lien. Ouais. Vous avez un très très bon podcast là-dessus qui résume un peu toutes ces 38 lettres. Voilà, je vous donne. Transmis, quoi. Ouais, génial. Et un peu comme du coup sur toutes les dernières keynotes, donc là, pour faire cette keynote, tu as énormément préparé en lisant plein de bouquins et tout. C'est quoi les lectures qu'il faut qu'on ait là sur cette début d'année? Les lectures de début d'année, ouais. Alors quelques-uns. Après, chacun, j'espère, vous trouverez. J'ai essayé de faire un peu thématique un peu différente. Évidemment, on enregistre dans un contexte où on a eu un gouvernement qui a été censuré il y a quelques jours, et on est quand même dans un environnement qui est très très chahuté d'un point de vue, j'allais dire politique, mais pas que, et géopolitique. Et un livre que j'ai beaucoup aimé, qui à mon avis, donc voilà, que je vous conseille vivement de lire, David Bavrez, Bienvenue en économie de guerre. David Bavrez, c'est un investisseur, un essayiste, il est chroniqueur pour l'Opinion. Moi, je pense que c'est absolument un must-read pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent. L'histoire retiendra que l'année 2022 a été une année charnière, hein, ça met fin à un cycle de 30 ans qui avait été ouvert après la chute du mur de Berlin. Il y a 2 événements majeurs qui viennent changer, il y a la guerre en Ukraine et le 20e congrès du Parti communiste chinois. Voilà, j'ai beaucoup aimé son analyse. Lui, sa vision, c'est de dire que la Seconde Guerre froide, la Chine s'y prépare depuis 10 ans, les États-Unis s'y sont rapidement adaptés, merci Elon, et l'Europe, elle commence simplement à se réveiller. Voilà, tout un programme, mais franchement, allez le lire. Et tu peux nous dire pourquoi celui t'a beaucoup marqué?
il y aurait plein de choses à dire, mais peut-être en synthèse, moi, ce que je dis tous les jours à mes enfants, c'est il est évident que la géopolitique se réinvite violemment dans l'économie. Les deux disciplines, en fait, n'ont pas fait ménage pendant des années, mais je pense que c'est des changements majeurs. Selon l'auteur, la guerre Ukraine et Russie est en réalité un conflit sino-américain qui annonce l'entrée officielle de la Seconde Guerre froide, et le 20e congrès du Parti communiste, ça marque la fin d'une gestion un peu collégiale de l'Empire du Milieu qui avait été initiée par Deng Xiaoping. Voilà, il pensait l'avoir réussi à l'installer, et en fait, on voit que c'est pas du tout ça. Et pour lui, on a un environnement néo-lénino-marxiste qui à partir de la Chine va de façon assez inédite imprégner 20% du PIB mondial. Alors pourquoi je vous dis ça? Ça paraît un peu des concepts et tout, mais c'est assez intéressant de voir la vision de l'auteur qui, selon lui, on traverse 4 crises majeures. On a une crise énergétique dont l'ampleur est de l'ordre de 3% du PIB, qui rappelle les années 1970. On a une crise démocratique et sociétale qui a été illustrée par la montée des inégalités des richesses, qui fait écho à celle des années 1930. On a une crise de l'endettement avec une dette privée et publique qui culmine à environ 300% du PIB dans les principales économies mondiales, qui fait écho au contexte de la sortie de guerre en 1945. Et enfin, on a de surcroît une vraie crise de notre côté, qui est une vraie crise environnementale, qui est un peu sans précédent. Et pour la première fois dans l'histoire, on va être contraint à faire évoluer notre monde sur la transition énergétique et au rendement moins efficient. Alors, moi, je suis un éternel optimiste, et je veux pas vous démoraliser. Lisez-le parce que je trouve que c'est à la fois en étant préparé qu'on prend les meilleures décisions. J'aime beaucoup cette phrase de Pasteur qui dit « La chance sourit aux esprits préparés ». Et c'est parce qu'on comprend en fait cette implication entre la géopolitique et l'économie qu'on est capable de prendre des décisions éclairées. Et vous verrez, il y a tout un parallèle qui est très intéressant, je trouve. Il a fait une transformation du monde selon lui. On est passé de value for money à money for value. Et si je vous donne un exemple pour que vous compreniez, on n'est plus dans l'ère où on va chasser les coûts, etc., ou du faiblesse. En fait, il faut complètement se réinventer et réinventer ses produits et sa production pour satisfaire le client. Et ça, c'est exactement la stratégie qu'a fait Elon Musk. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'est dit, je vais pas prendre un produit, l'améliorer ou enlever des coûts et faire plus efficient. Je veux comprendre le besoin du client et je veux remonter pour produire uniquement. Et donc, réinventer le produit, faire du re-engineering du produit pour optimiser mon produit, les coûts et la satisfaction client. Et je trouve que pour moi, c'est un bouquin qui est vraiment intéressant parce que vous allez comprendre que la géopolitique a influencé effectivement toutes les chaînes de valeur. L'énergie, on a un coût d'énergie qui est 4 fois supérieur en Europe à celui, l'Allemagne a un coût d'énergie 4 fois supérieur à celui de la France. Donc forcément, ça change la production et l'industrie. On parlait tout à l'heure de l'industrie automobile qui est quand même très impactée par la Chine. Et vous allez voir comment la Chine a construit depuis des années tout ce processus. Bref, à mon avis, c'est un très bon bouquin pour nos entrepreneurs. Et vous allez voir que finalement, la géopolitique et l'impact de la géopolitique est très proche de chez vous. Et est-ce que tu aurais des livres un peu plus philo à nous conseiller ? Alors, cet été, j'ai lu, ça remonte un peu, mais je vais essayer de m'en souvenir, j'ai lu un livre qui m'a passionné, qui s'appelle La Formule de Dieu. Alors, je remercie mon beau-frère et ma sœur, Amaury maintenant, là, qui m'a fait découvrir ce livre. Franchement, c'est un thriller, c'est captivant. Alors, pour nos auditeurs qui l'ont pas lu, La Formule de Dieu, c'est un livre de José Rodriguez dos Santos, un thriller scientifique qui mêle un peu mystère, science, spiritualité. On va suivre un cryptologue, historien portugais, qui est recruté pour décrypter un manuscrit énigmatique qui avait été laissé par Einstein. Voilà, et c'est un document qui pourrait contenir une formule intéressante qui permet d'unifier la science et la foi. Et j'ai trouvé ça captivant parce qu'au détour de théorie de la relativité, de la physique quantique, on va nous emmener dans des enjeux géopolitiques. Et en fait, c'est une façon assez habile d'explorer des questions sur l'univers, sur la création, sur la place dans l'humanité. Moi, j'ai trouvé que c'était une réflexion captivante sur les liens entre la science et la spiritualité. Voilà, moi j'ai bien aimé. C'est quoi les grandes notions finalement qui t'ont marqué ? Les grandes notions, on pourrait en parler pendant des heures, et je vais pas rentrer dans toutes les déclinaisons scientifiques, mais
Ce qui est assez intriguant, moi j'avoue, quand je l'ai lu, j'avais pas ces notions-là, pourtant j'aime bien la physique, mais j'avais pas ces notions-là. Quand on regarde des grandes constantes de l'univers, hein, ce qu'on appelle les constantes fondamentales de l'univers, qui sont les constantes de la gravitation, les constantes cosmopolitiques et par exemple la proportion de la masse des neutrons et des protons, on est dans des référentiels qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 11, 10 puissance moins 122, 10 puissance moins 120. D'accord ? Ça, c'est notamment la constante de gravitation. Il faut vous dire que si ça avait été un tout petit peu plus ou un petit peu moins, les étoiles brûleraient leur carburant trop rapidement, et si elle était un tout petit peu plus faible, les étoiles pourraient pas se former. La constante cosmologique, c'est simple, mais avec une petite variation, il n'y aurait pas eu de formation des galaxies. Le rapport proton-neutron, s'il avait changé de 1%, l'univers aurait jamais eu de carbone et d'oxygène. Et ça, vous pouvez le décliner à l'infini. C'est-à-dire qu'après, vous regardez les forces fondamentales, hein, donc il y a 4 forces fondamentales, la gravité, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible, mais on se rend compte que si la force électromagnétique, elle avait été 1% plus forte ou plus faible, il n'y aurait pas une molécule d'ADN. Donc on se dit, on rentre dans des trucs où, pareil, le noyau atomique, si l'ensemble des protons et des neutrons n'avaient pas été aussi bien calibrés, à 2% de variation, il n'y aurait jamais eu d'hydrogène. Quand vous regardez la précision du Big Bang, aujourd'hui, la densité de l'univers, c'est 1 sur 10 puissance 60, et l'entropie du Big Bang, c'est 10 puissance 123. Alors vous dites, là, je vous parle de plein de chiffres, etc., mais je vais essayer de vous remettre ça en perspective, juste pour vous donner. La distance, pareil, de Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. 5% de plus, 5% de moins, pas de vie. D'accord ? La probabilité d'une molécule d'ADN, c'est 10 puissance 40. Là, vous dites, il y a plein de probas, etc. Ça vous amuser. La probabilité de gagner l'euro million, ça vous parle, la probabilité de l'euro million, d'accord ? Donc, c'est trouver 5 numéros et les 2 étoiles, d'accord ? C'est une chance sur 139 millions, ça fait 1, 10 puissance 8, d'accord ? Donc, quand on parle de 1 sur 10 puissance 40, c'est simplement l'équivalent de si vous aviez gagné, pas l'euro million, vous avez gagné 5000 fois de suite l'euro million. D'accord ? Donc là, vous commencez à avoir beaucoup de chance. D'accord ? Et ça, c'est la probabilité de la vie sur Terre. Alors ça, je mettrai pas mal, si ça vous intéresse, pas mal de liens dans l'épisode, mais ça a 2 grandes implications philosophiques. La première, c'est 2 grands débats scientifiques. C'est la théorie des multi-univers. En fait, notre univers ne serait qu'un des innombrables univers, et donc du coup, on serait dans celui sur lequel la vie finalement s'est développée. Et là, je vous invite à, si vous voulez approfondir le sujet, parce que c'est passionnant, et moi, je trouve que c'est des sujets qui sont infinis, allez suivre Aurélien Barraud, hein, c'est un des plus grands chercheurs français au laboratoire de physique subatomique et cosmologie. Franchement, ces théories sur la relativité générale, etc., les trous noirs, si j'avais eu un cerveau, c'est ce que j'aurais fait, j'aurais essayé de réfléchir. Mais c'est surtout un super bon vulgarisateur. Tous ces cours sont en ligne, allez les regarder, c'est absolument magique. Donc d'un côté, il y a cette théorie-là, et de l'autre côté, il y a le dessin intentionnel, c'est-à-dire qu'en gros, ces constantes et ces paramètres très précis, elles pourraient tendre à dire qu'il y a une forme de création, de créateur, et en tout cas une force supérieure. Si vous voulez lire des livres sur ce sujet, qui abondent dans cette théorie-là, vous avez Le Vertige du Cosmos, une brève histoire du ciel, donc il s'appelle Trinh Nguyen Tuan, c'est un astrophynicien vietnamo-américain, exactement. Il est professeur à Princeton, il a un doctorat à Princeton sur ses travaux en astronomie. Il fait un lien très intéressant entre la science et la spiritualité. Ça reflète son héritage de bouddhiste et confucéen. Et si vous voulez lire la même chose sur la veine de l'héritage chrétien, vous pouvez lire le livre Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. C'est un livre de Michel-Yves Bolloré et d'Olivier Bonassi. Voilà, sur les bases des récentes découvertes scientifiques en cosmologie qui présentent les arguments en faveur de l'existence de Dieu. D'accord ? Et pourquoi je renvoie ça ? Dans tout le livre, vous verrez que la trame, Einstein s'est posé énormément de questions à ce sujet-là. Il avait un héritage, effectivement, une tradition juive, et il était en même temps agnostique, et en même temps, il s'est posé beaucoup de questions, et ces théories de découverte sur le Big Bang et la relativité ont beaucoup remis en cause ses travaux. On a l'impression que l'univers était infini, donc il y a eu une création. S'il y a une création avec le Big Bang, qui l'a créé, etc. Voilà. C'est passionnant. Donc, allez lire le livre de la formule de Dieu. Et après, si vous voulez perfectionner, moi, je vous ai fait la thèse et l'antithèse. Voilà. Et maintenant, vous ferez la synthèse.
Et pour clôturer le podcast, est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier livre qui t'a marqué? Reste dans la philo, s'il te plaît. Qui reste dans la philo. Et alors, je sais pas si vous avez vu le deuxième opus de Gladiator. Alors, j'ai trouvé que les critiques étaient un peu dures. Moi, franchement, j'ai trouvé ça assez distrayant. D'abord, j'adore Denzel Washington. C'est mon acteur mythique et favori. Je l'ai trouvé très, très bon. Mais je pense que c'est une bonne occasion de se repencher sur Marc Aurèle. On y revient. Voilà, on y revient. C'était le livre préféré de Renan de Villiers qui nous avait cité ça. Et Xavier aussi, qui nous l'avait recommandé. Préféré, mais recommandé. Voilà. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'à l'ère de ChatGPT, etc., je pense que c'est pas mal, c'est un peu nécessaire, à mon avis, et vital de se replonger dans la philosophie. J'ai beaucoup aimé le livre de Frédéric Lenoir, Le rêve de Marc Aurèle. Depuis de nombreuses années, Frédéric Lenoir, je l'aime beaucoup, il essaye de répondre à une injonction de Diderot qui disait « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». Et c'est amusant, j'avais un déjeuner avec Sarah Napolitano, que je salue, qui est une banquière qui est spécialisée dans le monde de la tech et dans les ESN, et on partageait nos lectures et nos podcasts, et elle m'a conseillé ce livre-là. Et donc je me suis empressé d'aller l'acheter, et elle m'a dit que c'était une bonne antidote pour arriver à dormir. Mais surtout, au-delà de ça, c'est que par rapport à tout le monde et tout le contexte macroéconomique, etc., voilà, je trouve que c'est intéressant d'aller lire ce livre et de prendre un peu de recul par rapport à la situation. Peut-être juste en deux mots pour nos auditeurs, Marc Aurèle, donc c'est un empereur romain qui a vécu entre l'an 121 et l'an 180. Il est très connu pour avoir donc laissé son traité de réflexion philosophique Pensée pour moi-même. Je pense que c'est assez interpellant, et notamment pour des dirigeants, parce que quand on a toujours des figures comme ça qui ont laissé des traces dans l'histoire, et notamment par ses écrits, ça a été quand même, il a dirigé un des plus grands empires du monde, il a traversé avec sérénité tous les tumultes, les guerres, les trahisons, les épidémies pendant 2 décennies, et il a trouvé dans la philosophie à laquelle il a été formé très jeune, hein, vous verrez, c'est très bien décrit dans le bouquin de Frédéric Lenoir, et il a éprouvé une passion très forte pour le stoïcisme, et voilà, il aspirait à 2 choses, devenir meilleur et être utile au monde. Et je me suis dit que c'était peut-être un bouquin qu'on devrait offrir à tous nos politiciens qui sont dans leur calcul d'apothicaire et leur voie électoraliste, et par rapport à cette notion de l'engagement et du service des autres. Voilà, je dérive, on a passé pas mal de temps, mais effectivement, c'était aussi, tu parlais de Xavier Fontanet, donc je vais vous recommander, et of course, son livre, un de ses livres que j'ai beaucoup aimé, de la stratégie en entreprise, on en a beaucoup parlé dans son podcast. Voilà, j'espère qu'on va vous mettre tout ça en lien dans l'épisode. Alors, j'espère que cette émission vous a plu. J'en profite pour remercier Maud Nivelle, qui est dans notre équipe, parce que c'est elle qui m'a incité à aller faire un podcast sur les Rockefeller que je connaissais pas tant que ça. À mon ami Guillaume Dejon, qui est chez Capza, pour nos échanges sur la géopolitique et les relations internationales. Et bien sûr, la personne qui, dans ma vie, sans laquelle ma vie serait pas aussi organisée, vous la connaissez maintenant, c'est mon second cerveau. Je parlais de mon assistante, Vanessa Dujardin. Voilà les amis, j'espère que vous a plu, et puis on se retrouvera sur un prochain épisode. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye.